Avant de commencer la série des images qui illustrent le propos de l'alternative ambiante, où on verra très peu finalement de jardins et de réalisations. Je m'excuse pour ceux qui s'attendaient à en voir éventuellement beaucoup, mais vous le verrez dans l'exposition par contre. Je voudrais définir les termes principaux qui sont ceux sur lesquels j'ai travaillé et qui ont leurs illustrations effectivement pas tout à fait détaillées mais suffisamment dans l'expo. Il s'agit du jardin en mouvement, du jardin planétaire, du tiers paysage, mais peut-être avant juste la définition des mots que nous utilisons, c'est-à-dire le jardin, l'environnement et le paysage. Simplement comme ça, en vous donnant ma propre position là-dessus. Je commence par paysage en disant qu'il s'agit de ce qui se trouve sous l'étendue de notre regard. Pour les non-voyants, ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. Évidemment, pour nous qui privilégions la vue, il y a aussi la mise en alerte des autres sens. Mais c'est minoré, c'est-à-dire que ce n'est pas ça que nous privilégions. Peu importe, il s'agit de dire à travers cette notion qu'il s'agit d'un espace sensible. Si je demande à des étudiants la restitution d'un paysage qui est le même et qui sont 50 à le lire, j'ai 50 restitutions différentes. Parce que j'ai 50 émotions différentes. 50 lectures parfois aussi culturelles, pas toujours, parce qu'il y a des éléments de culture que nous partageons. Mais il y a la marque culturelle et il y a la sensibilité personnelle. C'est donc très très difficile à ranger dans une catégorie qui serait simple. Environnement, c'est tout le contraire. C'est toute la tentative d'une lecture objective de ce qui nous entoure et dans lequel nous vivons, et qui nous permet de communiquer à travers le monde avec des chiffres, avec des échelles, des abacs, des machins, enfin bref, on dira que les décibels, on peut les communiquer dans n'importe quelle langue. C'est notre espéranto scientifique. C'est une lecture objective sans doute, ça dépend de ce qu'on en fait après. Bon. Jardin. Jardin, c'est sans doute ce qu'il y a de plus singulier dans le rapport de l'homme à la nature. C'est un rêve. C'est un imaginaire qui se base sur ce que l'on estime comme étant le plus précieux et que l'on met dans un enclos pour le protéger. Et ça commence historiquement par des substances vivrières parce qu'il faut bien manger. En tout cas, c'est un lieu protégé, surveillé, et où l'homme intervient partout, et où il y place des plantes, ça commence plutôt par les végétaux, mais il y a aussi forcément des animaux, qui viennent de loin, et de plus en plus loin, au fur et à mesure qu'on a les moyens d'aller loin. Parce que c'est intéressant, plutôt que d'aller comme autrefois dans un processus de nomadisme, ramasser les choses où elles étaient, et on les rapporte. Le jardin est non seulement un rêve et la concrétisation d'une idée du meilleur que l'on se fait à l'époque où on fait le jardin, mais c'est aussi et toujours un lieu du brassage planétaire. Un lieu où se rassemblent des espèces qui viennent de loin et qui sont dans un enclos. Maintenant, les trois termes, jardin en mouvement, jardin planétaire, tiers paysage, dont je parle dans l'exposition, s'appuient sur cette façon de percevoir. Le jardin en mouvement, c'est une pratique. C'est quelque chose qui est issu d'une expérience sur le terrain où je décide finalement, c'est chez moi que ça commence, hein, en 77, donc c'est une vieille histoire, de suivre la dynamique que m'indiquent les végétaux, les animaux, la nature, de respecter ça autant que possible. C'est pas forcément facile. Donc je désapprends tout ce qu'on m'avait appris. On m'avait appris à tuer en gros. Il faut tuer les insectes, il faut tuer les champignons, machin, truc, il faut tout tuer, avec des produits, avec des pièges, avec des machins. Et je me dis non, moi je voudrais garder les papillons pour voir comment ils volent, etc. Comment je fais? Donc j'étais obligé de tout désapprendre et de commencer par observer. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'il y avait une dynamique
dont on ne tenait pas beaucoup compte, qui est le vagabondage des espèces sur le terrain. Et je les ai suivis, ces plantes, et ça a donné ce qui devient le jardin en mouvement. Je ne vais pas le donner en détail là maintenant, mais enfin, en gros, c'est une technique de jardinage où le jardinier devient le concepteur de l'espace, puisque les formes changent tout le temps. Le jardin planétaire, ça c'est chronologique, hein, c'est le terme de jardin planétaire est arrivé un peu plus tard, c'est la planète considérée comme jardin. Elle peut être considérée comme jardin, selon moi, parce qu'elle répond à 3 conditions. La première est le brassage planétaire dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, sur la planète, on rencontre partout des êtres qui sont en train de s'arranger avec ceux qui étaient là avant, mais qui, eux, viennent de loin, qui petit à petit, dans une position d'équilibre, après des dynamiques qui sont quelquefois de lutte, vont constituer ce qu'on appelle des écosystèmes émergents. Ce sont des paysages issus de ce brassage mécanique que nous accélérons depuis un siècle et demi ou 2, mais qui a toujours existé, parce qu'il existait avec le vent, avec les animaux, avec les courants marins, avec tout. Donc ça, c'est devenu quelque chose de si important que c'est exactement la figure du jardin. Et on ne peut plus aller dans un pays du monde sans qu'il y ait les espèces qu'on connaît depuis longtemps, plus celles qui viennent d'arriver. Deuxièmement, l'anthropisation. La couverture anthropique, c'est-à-dire la présence de l'homme, comme le jardinier sur son terrain partout, et même là où il ne va pas, il sait qu'il y a quelque chose, il y a toujours peut-être des espaces dont il ne s'occupe pas, c'est pareil sur la planète aujourd'hui. Et même les espaces dont on ne s'occupe pas, on a une lecture de ces espaces-là par les drones, par les satellites, par tout ce qu'on veut, quoi. Comme dans un jardin. Enfin, la définition du mot jardin, qui veut dire enclos, et paradis. Paradis, ça se discute. Enclos, non. Effectivement, c'est le lieu où se trouve protégé ce que nous estimons comme étant le meilleur d'accord. Sur la planète, ce sont les limites de la biosphère qui constituent l'enclos de la vie. Tout se passe dans cette toute petite épaisseur qui est la couche biosphérique. Donc, je parle de ça parce que j'entre immédiatement dans cet exposé par la conscience du jardin planétaire. Tiers paysage, enfin, c'est une partie du jardin planétaire, tout simplement. Mais enfin, chronologiquement, cette idée est arrivée plus tard, dans une analyse paysagère dans le Limousin, où je vois dans un paysage que je trouve binaire, avec des forêts, des prairies, donc l'ombre et la lumière comme ça, aucune diversité, c'était la diversité que je cherchais. Et je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas sous les arbres qui sont cultivés, ce sont beaucoup de conifères. Je ne la trouve pas dans les pâtures qui sont traitées, il y a très peu d'espèces. Mais je la trouve ailleurs. Je la trouve sur les bas-côtés des routes, je la trouve dans les pentes où les machines ne vont plus, dans les cailloutis, dans les endroits où les sols sont squelettiques, dans les tourbières. Autrement dit, dans les lieux où les hommes ne vont pas. Les délaissés. Mais je dis, mais alors, si tous ces délaissés, qui ne se ressemblent pas du tout physiquement, ce sont des paysages très différents, ont un statut de richesse par la diversité, constituent un trésor, mais ils ont une figure qui les rassemble, c'est cette richesse. Alors, j'appelle ça le troisième paysage. Puis je dis finalement non, le tiers, en référence à c'est pour la France, disons, au tiers-État. Au moment de la Révolution, Sieyès qui dit qu'est-ce que le tiers-État? Ben, c'est tout le monde, c'est la richesse, c'est la diversité, mais c'est la pauvreté en même temps. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent? Ben, rien, à cause de cette pauvreté, entre guillemets. Qu'aspire-t-il à devenir? Quelque chose. Donc je dis, bon ben voilà, le tiers-paysage, nous, lui, en soi, n'aspire peut-être à rien, mais nous devons le considérer comme quelque chose qui est un trésor. Donc c'est un renversement du regard. Pour moi, une friche est une richesse biologique. Faire passer ça dans les jardins, c'est pas du tout facile. Le positionner d'un point de vue de la scénographie, c'est pas évident, mais c'est possible. Le faire accepter, ça c'est la grande complication, puisque c'est un changement de modèle culturel, qui va avec une recherche qui est celle de comprendre mieux cette nature pour jardiner de façon plus douce, en allant avec et pas contre, et ça n'a rien à voir avec les problématiques du marché. On s'en détourne,
Donc évidemment, c'est une position qui s'y oppose aussi. Je vais commencer à passer les images pour vous donner ça d'une autre façon. Ça, c'est une photo qui m'avait été donnée par Aigneret, je n'aurais pas pu la prendre. Et je commence par l'eau. Par l'eau. Voilà. Par l'eau, elle s'appelle Aigné, celle-là. Mais enfin, elle pourrait s'appeler n'importe quoi. De toute façon, c'est la même. C'est-à-dire que nous avons de l'eau dans nous, hein, on est plein d'eau. Il y a de l'eau là. On ne la voit pas, mais les conditions de la condensation n'y sont pas. Sinon, il y aurait un brouillard. Il y a de l'eau partout. Les nuages, les voilà. Les habitants sont entre deux couches d'eau. Mais entre les deux, il y a aussi de l'eau. Ils ne le savent pas. Cette eau-là, elle a été bue par des plantes, par des animaux, par des humains, déjà. Excusez-moi, je répète ce que j'ai déjà dit à des gens qui étaient là tout à l'heure, mais bon, c'est très important, donc je le répète. Alors quand on sait ça, évidemment, c'est un peu émouvant, parce qu'on se dit, mais alors comment on fait? Si on veut continuer à vivre sur cette planète, dans ce jardin planétaire, il faut que l'eau puisse être encore accessible dans une certaine qualité. Elle est recyclée. On est dans une économie très particulière du recyclage, rien que par l'eau qui permet la vie. Sans elle, on ne peut rien faire. Ce recyclage, c'est celui-là, hein, ça s'évapore, ça part un nuage, ça pousse l'eau ailleurs sur la planète. Ça retombe quelque part, pas forcément ici, et celle qui nous tombe dessus, elle vient de loin. Ça nous relie. Nous sommes liés, ne serait-ce que par l'eau, à tous les bouts de la planète, qu'on le veuille ou non. En plus, cette eau, elle tombe sur la tête des riches et des pauvres de la même façon, et ça, c'est notre condition de partage. Il n'y a pas de tri, là. Donc c'est ça, cette petite biosphère qui est le jardin. Ça va à 10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer et 8 ou 10 en dessous, c'est pas grand-chose. Hein. Donc ça, c'est une condition. L'autre constat qui vient beaucoup de la lecture écologique, de la prise de conscience, c'est la finitude spatiale. On ne peut pas s'étendre. Notre planète, elle est petite. Et on est obligé, si on veut continuer à développer quelque chose qui n'est pas forcément matériel, mais qui peut être une façon de vivre, de changer les modèles de vie, mais pas de s'étendre spatialement. Très compliqué. Hein. J'étais avec des architectes aujourd'hui qui parlaient de la ville horizontale, qui fait rêver, et ça pose cette question, entre autres. Comme vous savez, il y a un département français qui disparaît tous les 7 ans en tant que surface de terre, tout simplement, de sol qui n'est pas bâti. Donc ça interroge. Enfin, le recyclage dont je parle d'une façon naturelle à travers l'eau qui se recycle, et il nous concerne tous, par le fait même que nous nous trouvons dans un espace fini, que nous en avons pris la conscience. Ce dessin, je le tiens d'une exposition qui était à l'Arsenal l'année dernière, où il y avait donc l'épuisement des ressources et l'accumulation des déchets. Enfin, il se pourrait qu'avec les déchets, on puisse refaire quelque chose d'autre, c'est le recyclage direct. Alors, je vous montre un exemple qui m'avait beaucoup intéressé sur cette question d'une économie de la gestion à travers le recyclage. Dans la ville de Curitiba, on est au Brésil. Jaime Lerner, pendant des années, plus de 30 ans, revenant de temps en temps en tant que maire, a développé la ville qui est passée de 300 000 à 2 millions et quelques d'habitants en utilisant des plans de développement complètement différents de ceux qu'on lui proposait par l'Europe et les États-Unis. En disant non, nous n'avons pas les moyens. Nous n'allons pas faire de métro, mais des sites propres avec des autobus, etc. Enfin, des choses qui sont devenues, c'est vieux déjà, hein, ça, qui sont devenues presque habituelles. Les bâtiments administratifs sont construits avec des matériaux de récupération, des panneaux, des poteaux télégraphiques, téléphoniques de l'époque, de l'État du Paraná. Et là-dedans, il y a des études, des formations, il y a de la pédagogie. Ça, c'est dans une ancienne carrière qui elle-même a été recyclée en parc. Ça, c'est assez bizarre et c'est du recyclage direct. Hein. C'est le service des espaces verts, les pépinières des espaces verts de la ville de Curitiba, qui récupèrent les pots de maté, c'est cette boisson que tout le monde boit comme le thé ou le café,
Ils font des trous dedans pour qu'on puisse drainer, ils mettent la terre et ils cultivent les plantes qui vont servir pour le fleurissement, pour le jardinage. C'est un recyclage direct. Il y aurait tout de même la question du recyclage final, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand le pot est usé, c'est encore du plastique, qu'est-ce qu'il devient, vous voyez. Ça, de toute façon, c'est pas totalement réglé. Mais ils y ont réfléchi. C'est qu'ils ne considèrent pas que quelque chose qui a eu un seul usage doit être jeté. C'est vieux, ça. Moi, j'y suis allé en 98 et ça avait commencé des années et des années auparavant. Ouais, pépinière municipale de Curitiba. Curitiba, le Olisho Kenao Olisho, ça veut dire un déchet qui n'est pas un déchet. C'est un slogan. Comme si on avait un drapeau sur lequel on mettait ça, vous imaginez. Nous, on dit sic fluctuat, nec mergitur, ou je ne sais pas ce qu'on dit, liberté, égalité, etc. Eux, ils ont dit non, un déchet qui n'est pas un déchet. C'est vraiment une prise de position. Hein. Donc là, dans les favelles, les gens arrivent avec des brouettes où ils ont accumulé pendant une quinzaine de jours des déchets recyclables. On leur pèse, on leur donne un chiffre, et avec ce nombre de kilos qui est marqué dessus, ils peuvent aller au camion d'à côté où il y a des légumes et des fruits du jour, et ils repartent avec. Bon, ça fonctionne dans une économie de relative pauvreté, vous le comprenez, mais en même temps c'est assez intéressant puisque ça mobilise tout le monde sur une question qui est celle du recyclage du déchet. On apprend aux enfants, aux étudiants, à tout le monde d'ailleurs, devant les écoles, dans les faroles del saber, c'est-à-dire les phares du savoir, qui sont des petites bibliothèques, comment faire pour avoir un geste qui fait en sorte qu'on ne détruit pas l'univers dans lequel nous sommes, l'univers biotique, les conditions de la vie. Donc, recyclage. Deuxième propos, la diversité. Diversité, on en parle beaucoup puisque nous en dépendons, nous l'exploitons, nous ne pouvons rien faire sans ça. Elle diminue au niveau du marché parce qu'on a sélectionné, qu'on vous interdit d'utiliser des variétés qui ne sont pas dites homologuées, mais il n'empêche qu'elle existe quand même. Or, la naissance de la diversité, c'est l'isolement géographique. Du moins, c'est une des causes très importantes avec les mutations qui, elles, sont beaucoup plus brutales. Mais sinon, sur le déploiement sur un temps long, c'est ce qu'on appelle la spéciation par isolement géographique. Si je montre cette carte-là, que vous imaginez qui a été faite par des Australiens, évidemment, hein, c'est parce que elle focalise sur un endroit sur qu'on regarde absolument jamais vraiment, qui est l'océan Pacifique, avec des tout petits points partout. Ce sont des petites îles. Et dans ces petites îles, il y a un taux d'endémisme, c'est-à-dire de variétés qui se sont devenues des espèces à la fin, très très importantes et qu'on ne retrouvera jamais ailleurs, mais qui sont issues d'un pied-mer qui était quelque part commun. Mais seulement, une graine allant là, l'autre allant là-bas, elles vont se différencier. Et si par hasard elles se rencontrent au bout d'années, de siècles, etc., ces espèces-là, en se rencontrant, elles ne seront pas forcément fertiles. Et si elles ne peuvent pas se reproduire, on dit qu'on a deux espèces différentes. Le nombre d'espèces sur la planète est très largement dû à l'isolement géographique. Aujourd'hui, conditions du brassage, voilà les causes de l'isolement, les montagnes, les accidents des reliefs, enfin, la dérive des continents et ce que vous voudrez. Les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui font qu'on remet ensemble des espèces qui n'étaient pas faites pour se rencontrer ou pas si vite. C'est ça qui donne des bagarres momentanées et, comme je le disais tout à l'heure, la naissance d'écosystèmes émergents lorsque des plantes indigènes se marient, si on peut dire, avec des espèces exogènes dans des conditions qui sont celles de l'assemblage dans un cadre d'un biome. Un biome, c'est un ensemble de compatibilité de vie, ça veut dire, sous un climat donné, on a une série floristique et animalière qui peut vivre, surtout floristique. Elle ne va pas aller ailleurs que dans son biome. Les limites du biome aujourd'hui sont en train de changer, c'est certain, mais c'est ça les biomes. Vous avez sur cette carte, en orange, quelque chose qui nous concerne un peu, qui a quelque chose à voir avec les zones tempérées et froides, mais en orange clair, presque ocre clair. Ça, c'est le méditerranéen sur lequel j'ai personnellement travaillé, mais on le retrouve au Chili central, en Afrique du Sud, en Australie un tout petit peu. Et c'est d'ailleurs là qu'on trouve, notamment en Afrique du Sud, les plus grands nombres d'espèces au mètre carré dans ces biomes méditerranéens. Et j'ai fait un projet dessus, qui est le domaine du Rayol.
Ça, c'est le continent théorique qui figure dans l'exposition sous une autre forme, un autre aspect. Et vous voyez, il y a un équateur hein, là. C'est la pile des biomes les unes sur les autres. Et ça vous donne la surface continentale pour chacune de ces zones climatiques. Alors, animaux, certains d'entre eux ont une amplitude biologique qui leur permet d'aller assez loin. Mais les rats sont partout, presque. Pas tout à fait, mais presque. Les chèvres aussi, d'ailleurs, ça va. Nous, on est partout. Nous, on a des prothèses, on a des tas de systèmes pour nous mettre dans n'importe quelle zone climatique. Nous ne sommes pas limités par ça, mais les plantes le sont. Donc, dans le cadre du brassage planétaire, de ce jardin planétaire, il y a ces limites-là, malgré tout. Les vrais cosmopolites qui franchissent les biomes n'existent pratiquement pas. C'est au domaine du Rayol sur le thème du climat méditerranéen que j'ai travaillé là-dessus, il y a longtemps maintenant. Mais c'est un jardin que je suis, hein, c'est un des rares que je suis depuis ces temps-là. Commencé en 90, en 80, je ne sais plus, il y a longtemps. À partir de cet axe que j'ai allongé, etc., et sous un couvert forestier qu'il a fallu retravailler, placer des paysages qui sont empruntés et identitairement façonnés par des plantes particulières, empruntées à ces pays lointains et qui sont évocateurs de ces flores. Voilà le concept. C'est-à-dire que le galet blanc, c'est la Méditerranée, le gros, et puis les autres, avec ces rayons, c'est les emprunts dans ces zones climatiques, aussi bien hémisphère sud que nord, mais c'était surtout au sud hein, au départ, parce qu'on connaît très mal la flore du sud, sous ce climat. Je vais vite là-dessus. Moi, ce que j'ai appris en allant visiter les pays où se trouvent ces plantes, pour savoir lesquelles on choisirait pour révéler l'identité paysagère de ces régions, j'ai découvert ce que j'appelle un outil du jardin planétaire qui est le feu. Et je n'avais pas pensé à ça. C'est au jardin de Kirstenbosch, en discutant avec les scientifiques, que j'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'il existe toute une série végétale, et on peut dire presque tous les végétaux sous le climat méditerranéen, qui vivent avec le feu, qui en ont besoin. Là, je me positionne sur la théorie de l'évolution. On dit toujours Darwin, choc. Darwin, c'est juste choc. C'est-à-dire, la nature propose, quelque chose se manifeste, un choc environnemental, les êtres qui peuvent passent, les autres disparaissent. Lamarck, qui invente la théorie de l'évolution, ce n'est pas du tout Darwin, hein, c'est Lamarck 50 ans avant, dit tout à fait autre chose. Il dit au cours de la vie d'un être, il y a des informations qui viennent de l'environnement, effectivement, mais qui vont modifier l'être en question au point qu'il pourra faire passer ces modifications à sa descendance, ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis, combattue vivement par les darwiniens, plus que par Darwin lui-même d'ailleurs, ce qui fait qu'on ne parle plus que de ça. Et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, du tout. Je ne suis pas d'accord avec le fait, d'abord, qu'il n'y ait qu'une position théorique, il y en a en fait deux, et que peut-être même elles cohabitent et qu'elles coexistent. Et aujourd'hui, à travers les découvertes qui sont faites à propos de l'obésité ou d'autres choses, on découvre, et c'est surtout par l'épigénétique, qu'en réalité, le mécanisme du transformisme lamarckien est réel. Or, moi, quand je suis arrivé pour la première fois à Kirstenbosch et qu'on me raconte tout ça en me disant « mais oui, mais avant, la dérive des continents, alors le climat est venu, cette flore est venue se placer sous un climat », on sentait qu'il y avait l'idée du climat méditerranéen où il y a des feux tout le temps, même avant que l'homme ne soit là, que oui, il y a l'idée d'un choc, effectivement. Alors peut-être que là, il y a eu une sélection, en effet, darwinienne pour le coup, là, hein, temps très court. Mais petit à petit, ces plantes qui étaient passées à travers, en fait, se sont façonnées de telle sorte qu'elles ne peuvent plus vivre sans le feu. Pour que les graines d'Achéa se dispersent, il faut les faire cuire, j'allais dire, enfin faire un choc thermique. Un coup de marteau ne marche pas, quoi. On n'ouvre pas le fruit. Pour lever la dormance des pyrophytes, il faut des chocs thermiques sur les graines directement, et c'est le cas des cystes que vous voyez là. Ou des chocs chimiques qui viennent par la fumée, il faut bien un feu pour la fumée, etc.
Donc, feu, outil du jardin planétaire. Difficile d'en parler en 1988, quand on fait le projet, c'était 88, et que, bon, ben, on a dit, non, on va nous prendre pour des pyromanes, et le conservateur du littoral a dit, on n'en parle pas. Bon, d'accord, mais j'ai quand même voulu, et aujourd'hui, je continue à vouloir en parler, simplement pour dire qu'on a intérêt à connaître ce que j'appelle le génie naturel, comment se comportent les végétaux par rapport à l'environnement, qu'est-ce que les végétaux ont mis au point d'assez étonnant pour résister dans le temps et venir jusqu'à nous. On est très brutal, on fait beaucoup de bêtises parce qu'on ne connaît pas ça. Donc c'est la première fois que j'aborde avec le domaine du rayol la question du génie naturel sur lequel je terminerai l'exposé. Pour faire germer, parce que les cystes ils sont là mais ils vieillissent mal et ça ne vit pas longtemps, on fait chauffer une poêle, on ne fait pas cuire les graines mais on les jette dedans et hop, voilà, et on a la germination. Sinon, les graines de restionacées, je vais vous en montrer, c'est le paysage des Canaries. Alors oui, il y a des paysages thématiques, hein, les Dracena draco et les Echium, c'est forcément canarien, les Galtonia, c'est forcément sud-africain. Voilà, les plantes qu'on fait dont les graines germent par la fumée. Les restionacées qui ressemblent à des grands joncs qui sont hauts comme ça. Tout ça figure au domaine du rayol. Il y a une pédagogie dessus, il y a des visites commentées. Il y a aussi la possibilité d'aller sur des ordis pour avoir le nom des plantes, car elles ne sont pas étiquetées. C'est quelque chose qui nous est reproché systématiquement. Il n'y a pas les étiquettes. On dit oui, mais c'est pas ça dont on veut vraiment parler. On veut parler du comportement, de la vie, d'un paysage, donc du côté biologique général, pas uniquement du nom. Ça, ce sont les black boys, on appelait ça comme ça autrefois. Aujourd'hui, on dit grass trees, parce que ça ne se fait pas dire black boy. Bon. C'est simplement que les Anglais, quand ils sont arrivés pour la première fois en Australie, ils ont vu des corps noirs tout brûlés, c'était ces plantes, avec des cheveux, et puis des lances. C'était comme une arme, en fait. C'est la mise à fleur quand il y a eu le feu. C'est la levée de dormance qui permet l'émission de l'inflorescence qui va donner des graines. Donc l'Australie, ici c'est le Mexique, là c'est la Nouvelle-Zélande, je passe très vite, hein, avec les phormiums qui poussent plutôt dans les lieux humides, et les fougères arborescentes qui vont avec. Le Chili central avec les Puyas, les Céreus, puis la flore indigène protégée, les Antillis, les barbes de Jupiter, et ainsi de suite. Et une gestion différenciée qu'on n'a d'ailleurs pas pu maintenir en certains endroits parce que là il y a eu trop de monde. On pensait qu'il y aurait 5 à 10 000 visiteurs par an. Il y en a maintenant 70 000 et ça pose des problèmes. Donc on est obligé de faire des chemins différents, mais il y a quand même une gestion de jardin en mouvement. Les feux que j'ai vus pour la première fois, c'est là, Sandy Bay, tout près de Cape Town, et tout le monde laissait passer le feu. C'est-à-dire qu'ils y sont habitués. Ça fait partie de la gestion naturelle de ce fynbos, c'est le nom qu'on donne au maquis là-bas. Cela dit, ça brûlait plutôt des plantes exogènes parce que les acacias cyclopes qui peuplent ces plages ont été importées d'Australie pour tenir le sable. Et c'est eux qui se régénèrent en premier, les voilà. Parce que ce sont des très bonnes pyrophytes actives, qui meurent après avoir été brûlés, voilà les cadavres, si on peut dire, voilà, mais qui se ressèment aussitôt en beaucoup plus grand nombre, parce que les graines ont vu leur dormance lever. En même temps, il y a des tapis d'indigènes qui apparaissent. Et ça, c'est aussi très intéressant, c'est que c'est la démonstration du fait qu'un accident révèle une diversité qu'on ne voyait pas, que cette diversité existe toujours, mais elle dort sous la forme de graines, et que ce que nous considérons, nous, comme une catastrophe, en réalité, est quelque chose qui a une utilité, en tout cas pour la diversité floristique dans presque tous les pays du monde. Hein. Ça, c'est ce qu'ils appellent fire lilies, qui est la lys du feu, qui ne fleurit qu'après avoir eu un coup de chaleur. Puis la cicatrisation du sol, on sait que si ça repasse, les feux repassent tous les 5 ans, là, ça se fait souffrir et ça peut faire disparaître, mais sinon, il faut qu'ils repassent tous les 50 ans au moins, pour que cette diversité soit maintenue, visuellement maintenue. Parce que s'il ne repasse pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. À Yellowstone, quand il y a eu le grand feu, comme certains se rappellent peut-être, on a vu apparaître des plantes que les spécialistes et tous les naturalistes, les savants disaient non, elle était considérée comme fossile. Non, elle vivait toujours, sauf qu'elle était à l'état de graine. Ah, bon. Bon, enfin bon. Voilà les black balls brûlés qu'on est allé chercher
en Australie, vers Perth. C'est un Xanthorea précis, qui n'est pas exactement adapté au climat de chez nous, mais on en a d'autres maintenant. Sachant ça, quel est notre domaine d'intervention si nous estimons qu'il y a, dans le monde végétal, une capacité à développer une économie particulière, un système de résilience, quelque chose qui les amène à durer dans le temps, qui est très au point, qui est beaucoup plus au point que ce que nous mettons au point avec nos machines et nos produits, notre chimie, etc. Je dis que probablement, c'est sur les limites ou ponctuellement que nous avons intérêt à travailler en laissant des espaces beaucoup plus vastes aux expressions de nature qu'on ne le faisait jusqu'à présent. Et là, peut-être d'observer et de revenir de temps en temps, regarder s'il faut agir ou pas. Alors, ces dessins qui sont représentés là, ce dessin dit qu'en gros, ce qui est sombre, c'est des interventions, ce qui est pointillé comme ça ne l'est pas. Bon, c'est symbolique, et ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend de ce qu'on est en train de regarder. Ça, c'était quelque chose que j'avais fait pour un jardin qu'on ne fera jamais en Côte d'Ivoire, où les traits marrons et les pointillés marrons dans l'esquisse représentaient les points d'intervention, tandis que tout le reste, c'était des zones aquatiques et des forêts qu'on ne touchait pas. Ça repart de ce principe. Comme dans ce jardin de l'ENS à Lyon, où le jardinier, avec C et son équipe, intervient extrêmement peu. C'est une gestion différenciée qu'on pratique maintenant beaucoup, donc cette image, elle n'a rien de très neuf aujourd'hui, mais elle l'était au moment où ça a été mis en place. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que ce jardin existe et qu'il est géré avec beaucoup de prudence. En plus, et vous verrez là-haut, puisqu'il est dans l'expo, il y a des moutons qui ont été rajoutés à la gestion, qui sont très contents, des moutons contents, noirs, tout noirs, très bizarres, mais enfin qui nous aident et qui résolvent un des points que j'ai évoqué tout au début, la question du recyclage. Dans un jardin comme celui-ci, avec les broyats, BRF, avec les mulches, avec le compost, avec les moutons, ils n'exportent plus rien. Rien. On ne jette plus, comme on le faisait avant, avec des camions, loin, dans une décharge, une matière organique qui est en fait une nourriture. On ne dépense pas le transport du camion, mais en plus on garde ce qui est de la matière organique. Donc c'est quand même beaucoup plus, dans une gestion de l'économie de la chose, et du jardin, c'est beaucoup plus sérieux. Ça, c'est sur 4 hectares à Lyon. Ailleurs, on peut dire, mais si on laisse pousser et qu'on considère que dans ce qu'on laisse là, il y a des territoires d'accueil à la diversité, c'est ça le tiers paysage, c'est un trésor, alors partout où que l'on soit, dans les délaissés urbains, les délaissés ruraux, c'est pareil, il va y avoir quelque chose d'intéressant. Et peut-être là, les refuges pour les auxiliaires du jardin dont on s'occupe, ou de l'agriculture que l'on fait. À ce moment-là, il faut pouvoir savoir où ils sont et les conserver. Il faut les cartographier. Et en dénombrer la richesse. Ce n'est pas obligatoire d'exploiter toute cette richesse. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est obligatoire, à mon sens, de garder la possibilité de la réserve de ces richesses. Sur plusieurs villes, on a fait des cartographies. On a travaillé sur Bordeaux, sur 55 000 hectares avec Coloco. Ici, c'est à la ville de Montpellier qui nous avait demandé de faire cette cartographie, ce qu'on a fait, avec des propositions quand même, qui sont des propositions d'intervention éventuelles, comme par exemple de dire, oui, il y a des parcelles de délaissées où on va faire quelque chose parce qu'on est devant une école, parce que c'est peut-être utile de faire un jardin ou un terrain de sport ou quelque chose comme ça. Pas forcément avec le gazon synthétique dont je parlais tout à l'heure, là. Enfin bon, on va peut-être faire quelque chose. Et puis, dans d'autres, non. On va seulement introduire un mode de gestion très discret, peut-être seulement un passage, type de jardin, de jardinage comme un jardin en mouvement. Et puis enfin, une troisième catégorie, la plus importante, on ne fait rien. On ne fait rien. On dit pourquoi on ne fait rien. On dit parce qu'on a besoin que là, on ne fasse rien pour garder la diversité qu'on ne va pas trouver ailleurs. Le tiers paysage, le territoire de refuge a une diversité qui est chassée de partout ailleurs. Où va-t-elle se trouver si on les enlève aussi de là? Mais alors, il faut qu'on arrête de dire « c'est pas propre ». Il faut qu'on arrête de dire « une friche, c'est pas beau ». Il faut qu'on arrête, et on peut, simplement
en allant comprendre ce que c'est. Si à un enfant, vous dites, ça c'est une plante qui s'appelle la canche flexueuse, tout de suite il rentre dans la poésie de la chose. Immédiatement il comprend que ça a un nom, alors ça veut dire que ça existe. C'est pas rien, c'est pas une mauvaise herbe, c'est une herbe, d'accord, mais elle existe, elle a un nom, elle sert à quelque chose en plus. On dit oui, oui, c'est un cycle, etc. Et puis alors il y a l'insecte, il y a le papillon, il y a l'oiseau, c'est fini, il a compris, c'est terminé. Malheureusement, cette pédagogie n'existe pas beaucoup, ce qui fait qu'on va dire oh ben non, ça ne fait pas propre. Mais on peut regarder les choses tout à fait autrement et même trouver une esthétique dans ce qui nous paraît confus, mal organisé. Enfin, ça rentre dans les écoles, et bizarrement, dans une école d'architecture, l'année dernière, il y a des étudiants d'architectes qui se sont mis à labourer le sol en disant, voilà, parce que je leur avais dit comment on peut accueillir les pionnières, ben voilà, il faut le retourner le sol, et ils ont appelé ça jardin botanique, je ne sais pas ce que c'est devenu. Hein. Ils avaient le propos de faire un relevé plus tard, alors ils appellent ça l'observation dynamique du tiers-paysage. C'est rigolo, parce que ce n'est pas du tout des jardiniers, hein. Mais ça les a motivés. Ça se passe au pied de l'école d'architecture de Paris, Val-de-Seine, où l'exposition qui est ici a séjourné avant mai. Alors, sur quel modèle vivons-nous? Comment continuons-nous à imaginer le développement, l'usage de l'espace, la convoitise? Quel est notre modèle de convoitise? Qu'est-ce que nous désirons? Bon, là, on voit bien où on aboutit. Et effectivement, c'est quelque chose qui est entré en nous par la pub et le reste. Et ça a commencé il y a assez longtemps, entre les deux guerres, et même beaucoup plus encore après la deuxième, où les publicités se sont établies, en tout cas pour ce qui est de l'exploitation du sol, à partir des machines et des outils. Ça a commencé avec des machines qui n'étaient pas encore à moteur. Enfin, lui, il a les mains dans les poches. Lui, tout va bien parce qu'il a déjà une machine et le chien, il est très content. Bon, après, il y a les tracteurs. Alors, le chaperon rouge, il rigole, il voit le loup, mais le loup, il est maigre, enfin, tout va bien. Et ainsi de suite. Bon, bien sûr, il y a le gentleman farmer qui a quand même son McCormick, on ne rigole pas. Et puis, vous voyez d'ailleurs qu'avec, hein, je vous montre là, vous avez les étendues qui sont derrière, hein, qui ont toutes été élaborées par le tracteur, tout va bien. Il y a quand même la position, attendez, on est chez nous, nous aussi on sait faire, c'est Renault, tout va bien. Ça continue, après vous avez toujours le gentleman farmer qui fait la nique à l'autre, là, qui est maigre, lui aussi, comme le loup, parce qu'il n'a pas les engrais phosphatés, chimiques, superphosphates, minéraux, d'os, tout quoi. Voilà, donc les engrais chimiques nous permettent de ne plus rien faire, on dort, tout va bien. Et ce n'est pas complètement faux, parce qu'il y a eu un passage de l'agriculture héroïque à quelque chose qui a soulagé énormément ceux qui exploitaient la terre, les paysans, et qui savaient beaucoup, beaucoup de choses par ailleurs pour cette exploitation, mais qui en même temps étaient tout le temps à l'œuvre. Et là, subitement, ils se dégagent de cette main-d'œuvre. Sauf qu'on n'a pas du tout su se servir de ça comme il aurait fallu, c'est-à-dire avec une certaine délicatesse, et surtout, on a complètement oublié de chercher à comprendre ce que c'était que les espèces avec lesquelles on travaillait. Puisqu'on pouvait maîtriser la situation, pourquoi aller comprendre l'intelligence de la plante? On s'en fiche. On la tue parce qu'elle nous gêne, on la garde parce qu'on en veut, et c'est tout. Mais on ne sait pas comment elle marche, ou très peu. Donc ça a été une époque dévastatrice, parce qu'on a abusé de cet outil. On continue, hein, je vous signale qu'on continue. Hein. On fait même des procès à ceux qui n'utilisent pas ces produits-là. Vous savez, le procès du vigneron en ce moment, parce qu'il n'avait pas mis le pesticide contre la cicadelle qui n'existait pas chez lui. Enfin, c'est honteux, hein, c'est scandaleux. Hein. C'est la pression des lobbies qui vous oblige à acheter des trucs qui ne servent à rien et qui polluent et qui tuent. C'est très énervant. Bon. Voilà comment vous pouvez faire vos carottes, vos navets, hein, grâce à tout ça. Le puantrol, enfin, bon, tout ça a disparu quand même. Hein. Mais il reste, sous d'autres noms, la pratique. Et on l'enseignait. Et on l'enseignait comme quelque chose qui était incontournable. Moi, je l'ai appris comme ça. Je suis ingénieur horticole, il paraît, au début. Bon, puis on m'a dit voilà, comment il faut faire. J'avais des recettes pour faire miracle, pour avoir l'idée de la maîtrise et pour tuer surtout. Ce modèle-là, qui est celui de la maîtrise, et qui correspond à une économie qui est celle du rendement, de la rentabilité, du taylorisme, de l'exploitation industrielle,
coopté par une vision économique qui est celle d'un ultralibéralisme très particulier qui arrive dans les années 80, qui font ensemble une économie réelle, que je dirais presque paysanne, avec une autre qui est celle de la spéculation. Ce modèle est celui sur lequel nous vivons. Notre moindre centime sur un compte bancaire aujourd'hui, il va jouer à la bourse. On ne sait pas, parce que les autres s'en servent pour nous. Et quand ça ne marche pas, parce qu'ils perdent, c'est nous qui payons. Toujours comme ça. Bon. Sauf qu'il s'effondre, parce qu'il ne va pas durer, il ne peut pas durer longtemps. Il est en fragilité, on le colmate, on met des rustines partout, on n'arrête pas de le reconstituer. Même les partis les plus soi-disant anti-finance continuent. Chez nous, c'est très démonstratif. Donc on est dans ce modèle-là. Pendant cette chose qui se passe là, qui est, je dis, un effondrement, même s'il est lent, il y a des initiatives, et c'est ça l'alternative ambiante, qui naissent absolument partout. Et qui disent, nous n'écoutons plus ce qui nous est dit, ce qui nous est imposé, parce que ça ne nous aide pas, parce qu'on souffre, parce qu'on devient pauvre, parce qu'on va trop vite, parce qu'on s'agite, parce qu'on est dans le stress, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on n'a pas envie de vivre comme ça. L'alternative, dit celui qui travaille avec Morales, c'est faire de l'argent ou vivre. Résumé incroyable, synthèse magnifique. Et il ajoute, nous avons choisi de vivre. Bon, alors on abandonne ça. Tant pis si ça nous est encore imposé, on peut s'en détourner et dire, je n'abolis pas. Dans l'abécédaire, j'ai mis désobéissance, c'est pas par hasard. Donc naissent ici et là, un peu partout, des petites initiatives qui ont l'air anodines. C'est juste un air. Elles sont très importantes parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Il y en a en Suisse, il y en a partout. Il y en a dans le monde entier. Ce n'est pas elles qui font la loi, mais c'est elles qui permettent à un certain nombre de gens de vivre complètement autrement. Ça se solde souvent par une monnaie complémentaire, et vous connaissez ça, puisque la Suisse a été un des premiers pays à mettre ça au point. Sauf que ça s'est multiplié, il y en a 63 en France aujourd'hui. Donc le système s'effondre. Ça c'est pour plus tard, là c'est carrément utopique, mais on ne sait jamais. Et ça se rétablit d'une autre façon, sous une forme très très dispersée, qui intègre des modèles économiques qui ont vécu et d'autres qui sont neufs, avec un principe qui est celui systématiquement d'une production et distribution locale. Ce sont les échanges ici entre deux points qui sont dans chacun d'eux noirs et sombres, et entre deux points qui sont des échanges plutôt virtuels ou plutôt de matières indispensables en ce qui concerne les choses concrètes, qu'on ne peut pas se produire localement, mais qu'on peut énormément diminuer. Aujourd'hui, même dans un magasin bio, vous avez des fraises du Chili. Mais pourquoi ? Mais elles sont bio, on est content. Parce qu'elles ont évidemment préservé la santé de celui qui la fabrique. Vous qui la consommez, elle préserve votre santé. Ça, c'est plutôt bien. Mais entre les deux, qu'est-ce que c'est que le coût écologique de la fraise, là ? Ça ne va pas. Du tout. COP21, on fait quoi avec ? Ça ne va pas. Donc, il faut qu'on change complètement. Ça a commencé, puisque les AMAP font partie de ça, mais c'est évidemment quelque chose qui n'est qu'un balbutiement. Il est quand même significatif, de mon point de vue. Le recyclage, j'en ai déjà parlé, mais ce dessin exprime quelque chose que la nature a mis au point depuis toujours. Un arbre, il perd ses feuilles, il s'en nourrira partiellement, parce que c'est une matière organique qui va se transformer en matière minérale qu'il va puiser petit à petit. Donc c'est l'image du recyclage qu'une herbe fait aussi. Ces dessins, je les avais faits pour une biennale d'art contemporain, mais je les réutilise toujours quand je veux parler de l'alternative ambiante. Dans le principe de l'alternative ambiante et du système économique qui est certainement en train de naître, même s'il n'est pas complètement formulé, il y a la question de l'accès à la gratuité, qui est combattue par le marché. En 2006, passe en France une loi dite d'orientation agricole, qui en fait se résume pour nous par une interdiction de l'usage des PNPP et de leur commerce. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est que les PNPP, ce sont les produits naturels peu préoccupants. Comme ça existe. C'est le législateur a beaucoup d'imagination, mais enfin, ce n'est pas un poète. Hein. Et puis, le législateur, il fait ça parce que le lobby lui dit qu'il faut faire ça.
les orties ne sont pas dangereuses. Pourtant, on a expliqué que le purin d'ortie, ce n'était pas sain, que ça pouvait causer des maladies, ce qui est complètement faux, ça n'a jamais fait, bien entendu. Ça a été l'objet de débats. Il y a eu un film fait là-dessus qui était très intéressant, où on voyait à la fois la gêne du législateur qui ne savait pas expliquer pourquoi cette loi existait, et les laboratoires en Angleterre qui disaient, oui, voilà les principes actifs intéressants de l'ortie, qui en purin, quand on c'est pas vraiment des purins, ce sont des fermentations, mais bon, quand on s'en sert, dilué 10 fois, enfin, je vous donne la recette, vous serez hors la loi. 1 kg d'ortie, 10 litres d'eau, vous attendez, ça fermente, quand ça commence à sentir un peu fort, vous arrêtez, vous filtrez, ensuite vous stockez, chose qui est plutôt en plastique, parce que ça garde mieux que le métal, et puis de temps en temps, vous diluez 10 fois la dose de ce que vous voulez utiliser, et là, vous pulvérisez, vous arrosez, vous renforcez l'immunité de vos plantes. Ben, vous n'avez plus besoin des traitements, vous n'avez plus besoin des pesticides, des engrais, des machins, parce que c'est aussi un amendement. Mais le marché déteste ça. Qu'est-ce qu'on vous interdit en faisant une loi qui interdit cet usage? On vous interdit l'accès à la gratuité à partir d'un bien commun, l'ortie. Mais c'est honteux. Mais comment est-ce qu'on a osé faire ça? Mais comment est-ce qu'on a pu même l'imaginer seulement? En plus, il faut le formuler. Mais c'est scandaleux. Donc on s'est rebellé. Et on a dit, il n'en est pas question. J'ai fait un jardin d'ortie. Alors le jardin d'ortie est à Melle. Il y avait heureusement des orties, parce qu'il n'y en aurait pas eu, j'aurais eu du mal. Vous savez, les orties, c'est poussent dans des sols pollués en quelque sorte par les nitrates, eutrophisés, on dit, trop de nourriture. Le travail a consisté à mettre une plateforme, à mettre un filtre, enfin un objet qui ressemble à ça, une passerelle, un jardin d'eau. Ce que vous voyez en haut qui est blanc, ça existait avant, c'était un bassin qui était le bassin des lépreux, dans une dépression de la ville de Melle, où il y a cette biennale d'art contemporain, c'était en 2007 que j'ai fait ça, un an après la loi d'orientation agricole. Alors, on fait des chemins dedans qui changent de forme, et on les taille un peu les orties, parce que c'est un jardin public quand même, pas qu'on se pique trop. C'est pas dangereux, hein, c'est très bon pour l'arthrose et tout. Et puis bon, les objets posés, c'est ça. Le filtre, vous le voyez. C'est pas nécessaire d'avoir un objet pareil pour filtrer le purin, vous êtes bien d'accord, mais enfin, il fallait qu'on voit qu'il se passe quelque chose dans le jardin. Et puis à la cérémonie, et ensuite on donnait, on le fait toujours le vendredi, jour du marché, une petite bouteille de purin aux gens qui viennent au marché, c'est interdit, tout va bien. Enfin, maintenant, ils ont quand même fait passer une loi, enfin ils ont fait passer un amendement à la loi qui autorise. Sauf qu'on est en France et que la France a conservé ce genre de produit dans la catégorie des phytopharmaceutiques. Et ça, c'est interdit par l'Europe. Et la France est en Europe encore pour l'instant. Ça va peut-être changer, mais bon. Alors ça, on a mis d'autres orties, très belles d'ailleurs, qui ont d'autres usages, hein, et en particulier textiles dans d'autres pays du monde, surtout en Asie. Un groupe d'étudiants s'est penché sur une région qui est à la limite de la Creuse et du Cher. C'est un atelier que je dirigeais. Et l'un de ces petits groupes, au sein de ces 50 étudiants, a décidé d'appeler son travail Les chemins du possible vers un paysage du désendettement. Pour ceux qui ne savent pas, la PAC, c'est la politique agricole commune, qui est un des fabricants du paysage. Beaucoup de puissance. Les exploitants agricoles, ils fabriquent énormément, ce que nous ne pourrions jamais faire nous. Organise les choses pour que ceux qui sont les exploitants et qui vont en fait se trouver complètement au service de ceux qui manipulent, qui sont beaucoup les vendeurs de machines, les vendeurs de produits, l'agroalimentaire et ainsi de suite, se trouvent dans l'endettement, complètement, tout de suite, et avec des exigences de surface. On ne peut rien faire si on n'a pas 200 hectares. Si on a 200 hectares, on peut commencer à imaginer à cultiver quelque chose. À partir de ce moment-là, on vous dira ce qu'il faut faire. Et là, vous toucherez les primes qui vous permettent de rembourser l'endettement, parce que vous avez dû vous endetter pour acheter les produits, les machines, et ainsi de suite, les hangars et tout le reste. Sauf que les primes ne permettront jamais le remboursement de l'endettement, parce que c'est calculé pour que vous continuiez à vous trouver dans l'enchaînement qui vous rend robot, asservi à ces techniques d'exploitation du sol. Et c'est un scandale, mais c'est insupportable. Mais comment on a laissé faire ça? C'est pire que le purin d'ortie, parce qu'ils meurent, ces gens-là. Ils ont des cancers, parce qu'ils utilisent des saloperies. Et quand ils n'ont pas de cancer, ils se suicident, et il y en a plus que 100 par an. Mais comment on continue? Mais comment on fait? Ça ne va pas. Les étudiants ont dit, OK, on est allé parler, ils sont allés parler avec les gens du terrain, et ils ont trouvé des gens qui étaient d'accord,
mais qui n'osaient pas le dire. Parce qu'on ne parle pas quand on est enchaîné de cette façon-là. Et finalement, ils ont parlé avec eux, pas tous, mais quelques-uns d'entre eux, et je vous parle, c'est parce que c'est un long dossier, mais ils sont arrivés à quelque chose qui a l'air presque évident, quoi. C'est la polyculture, polyélevage, polyactivité, qui désendette tout, qui donne des activités permanentes dans le sens du projet, c'est-à-dire quelque chose d'heureux, qui permet l'expression d'une créativité, avec des orientations paysagères, avec tout un tas de choses. C'était magnifique. Donc j'en parle parce que ces 4 étudiants, dont voilà ici les noms, Emeline Brossard, Thibaut Guézet, Thomas Orceau et Jean-Christophe Pigeon, ont fait un travail qui, pour moi, a une très grande valeur, dans le cadre de cet exposé que j'appelle ici l'alternative ambiante, c'est-à-dire ce qui est alternatif à ce qui ne nous arrange pas, nous détruit, mais qui correspond à quelque chose de positif. Vie, richesse, dans le sol, gratuité. Là, je renvoie aux travaux de Bourguignon, qui est un pédologue, qui a fait son laboratoire à Dijon. On a une richesse qui travaille pour nous. Les vers de terre travaillent pour nous. Ce n'est pas une nouveauté. Mais il y a plein d'autres choses. Sauf que l'agriculture intensive, dite conventionnelle, on ne sait pas pourquoi, est fait en telle sorte que ça les stérilise. On tue tout ça. C'est un substrat, la terre, le sol, quoi. C'est une espèce de matière dans laquelle on va mettre les engrais. Et c'est tout. Ça marche. Protocole de Saclay, propos que l'on me soumet, une parcelle de 17 hectares que vous voyez ici en 1937, qui finissent par s'entourer à cause des routes qui s'installent, par des boisements, par le délaissement du fait de la surface des parcelles qui se trouvent à côté, qui sont trop petites pour les exploitants qui ont des grosses machines, ça ne va pas, ça finit par un bois. Ça, c'est pas mal, hein. De toute façon, quand on fait rien, dans notre métier, je dis ça toujours, on est utile à tous, on fait une forêt. Si vous ne faites rien, il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça, hein. Si vous ne faites rien, vous faites une friche qui devient au bout d'un moment une forêt. Vous faites de l'oxygène et tout le monde partage l'oxygène, on en a besoin. Donc voilà, ça s'entoure, vous le voyez, tout va bien, puis pas loin de là, 2009, la parcelle est comme ça. Bon, je fais l'étude de ça avec l'objectif de la remise en vie dans le sol qui est stérile, maïs. Il y a la vie autour, un peu, quelques arbres, quelques arbustes, des herbacées. Voilà, au moment de la plantation, au moment de la récolte, ah ben je n'ai pas la photo, mais enfin c'est pire. Bref, le projet, morcellement en 16 parcelles, un cadre agroforestier et un protocole pour chacune des parcelles, évidemment, avec soit un paillage, soit une culture, soit les deux, et plusieurs propositions. À chaque fois, bon, on pourrait en faire beaucoup plus que 16 si on le voulait. Essayez de trouver la méthode qui, dans le temps le plus court, permet de remettre la vie dans le sol de façon à donner ce résultat aux exploitants agricoles des 2300 hectares du plateau de Saclay, qui aujourd'hui sont relativement, ils ont dit sanctuarisés, je ne trouve pas le mot très joli, mais protégés de l'urbanisme. On ne construira pas là, ce qui est la seule mesure qui ait jamais été prise dans ce sens en France. Il y a eu un marchandage parce qu'ils ont laissé presque autant de surface pour l'immobilier à côté. Mais en tout cas, il y a au moins ça. Comment on donne la recette de la conversion en bio? Remettre la vie dans le sol. Faire en sorte que l'on se serve de cette gratuité qui évite non seulement la dépense, mais la pollution, qui est en fait une catastrophe, hein, comme vous le savez. Alors, on en est toujours à la mise au point de ce projet, parce qu'il a été agrandi là, mais en fait, l'INRA, avec qui on a commencé à travailler, nous a dit, là quand même, je dois vous le raconter, on ne peut pas faire ça là parce que la parcelle est trop hétérogène. Je dis, ok, bon, c'est pas grave, on va changer de parcelle, parce que mon commanditaire, l'Agence des espaces verts d'Île-de-France, il a la place, il peut se mettre à droite, très bien. Puis on me dit non, puis de toute façon, on voudrait dans le protocole qu'on mette des déchets organiques de la ville. Je dis, c'est quoi? Déchets organiques? Ah ben c'est les parcs et jardins, ce que je vous racontais tout à l'heure. Mais non, ça n'existe plus. On recycle sur place depuis déjà longtemps. C'est pas seulement à l'ENS de Lyon. Non, c'est dites-moi ce que c'est. Ils n'ont pas voulu. Je dis quoi, vous voulez qu'on mette des déchets organiques, entre guillemets, là, c'est-à-dire issus d'une pollution
qu'on va mettre sous le tapis, on va la cacher, ce qui va finalement continuer à nous laisser entendre qu'on peut continuer à polluer, quoi. En gros, non, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et après, cette personne me dit, de l'INRA, de toute façon, on ne peut pas le faire comme vous le préconisez, en bio. C'est pour passer en bio, hein. Il faut le faire en conventionnel, l'expérimentation avec les prélèvements annuels. Mais pourquoi? Mais c'est pas du tout, c'est incohérent, dites-moi pourquoi. Ah ben, si vous ne faites pas ça, il pourrait y avoir des plantes qui poussent. Là, évidemment, je ne savais pas quoi répondre, hein, parce que moi je cherchais à ce que les plantes poussent, en gros. Non, non. Donc je me suis fâché, quoi. Et la conversation s'est arrêtée là, elle était téléphonique entre trois postes, avec les gens de l'AEV très gênés, on change de labo, on passe. Tout le monde n'est pas comme ça à l'INRA. Je vous rassure, il y en a d'autres qui ne réfléchissent pas de cette façon-là. Mais ça m'a quand même un peu désespéré, je me dis, ils en sont encore là, quoi. Ça va mal. Bon, protocole de Saclay, très intéressant, mais avec les freins que vous voyez là, qui sont ceux de la pression des lobbies, même sur la recherche, hein. Surtout auprès des chimistes. Pas la même chose auprès des physiciens. Je montre deux exemples de prise de terrain avant de passer au dernier. Je suis peut-être un peu trop long, je m'en excuse, mais je vais aller vite. Il s'agit là, avec des étudiants, de sites qui ont été dévastés, qui sont toujours dévastés d'ailleurs. Les bâtiments religieux ont été, eux, les plus remis en état les plus vite. C'est une mosquée, il y a l'église orthodoxe, on est à Stolac, on est en Herzégovine. Et le centre André Malraux me pose la question, me dit, est-ce que, à travers la notion de tiers-paysage, paysage abandonné, ville désertée, ruine, est-ce que le jardin pourrait être une raison de remettre en discussion des gens qui ne se parlent plus? Effectivement, ici, il y a des gens qui ne se parlent plus. En tout cas, plus beaucoup. Un peu plus depuis qu'on est intervenu, mais quand même pas beaucoup. Alors on y est allé, ce sont des ateliers qui ont lieu tous les ans au mois de juillet. La Bregava, qui est le seul endroit où il y avait des potagers, était totalement boisé, c'est la secondarisation, c'est le tiers paysage. Tout ça a été cultivé. Il y a encore beaucoup de ruines. Quelques personnes sont venues habiter à nouveau, mais vous savez, ça peut se transformer aujourd'hui avec les courants migratoires. Le premier travail a consisté à un nettoyage, juste parce qu'il fallait qu'on lise mieux. Ensuite, on est intervenu sur la végétation, créant des chemins, ouvrant des courants de l'eau, pendant une quinzaine de jours avec des groupes d'étudiants. Ça a duré les 3 premières années. Aujourd'hui, on va changer le... Ah, bon, ils sont... Bon. Ah, mais c'est dommage, je voulais... Enfin, bon, enfin, ils sont aussi beaux debout que couchés, c'est pas la question, mais ce qu'ils sont en train de faire et qui a beaucoup d'importance, c'est qu'ils fabriquent un meuble, et moi, je n'avais pas imaginé que la question du mobilier, c'est-à-dire de se positionner dans l'espace, s'asseoir ou regarder, avait la possibilité d'interroger les gens qui sont des habitants et qui sont habitués à leur propre paysage sur comment ils le regarderaient eux-mêmes, à travers notre regard à nous. Et c'est ce qui s'est passé, qui a été, décidément, qui a été très bon. Je suis désolé, hein, ça, je ne sais pas comment on fait là. J'avais fait attention avant, bon, voilà. Bref, on est arrivé à quelque chose. Je ne sais plus si j'ai... Ben voilà. Excusez-moi. Hein, Ça, ce sont justement des habitants qui reparlent entre eux. Et on était assez contents, mais c'est surtout avec les enfants qu'on avait réussi à avancer dans ce domaine-là. Et à partir de là, on espère pouvoir instruire une sorte de pédagogie, comme ça, en revenant chaque année, qui va permettre de prendre conscience. Est-ce qu'on réussira à ce que les gens se parlent? Ça, c'est autre chose. Mais on rentre dans une problématique qui n'a plus rien à voir. On prend le terrain, ce sont des bénévoles, ils ne sont pas payés, on va faire des potagers, il va y avoir une production, et ainsi de suite, avec les enfants. L'autre atelier, qui est dans un thème voisin, s'appelle Spazio di Indecisione, espace d'indécision, qui est inspiré du tiers-paysage. C'est à Lecce, Manufatture et Knos. Il y a une centaine de participants divisés en 3 groupes, dont un se charge de désasphalter et l'autre de travailler sur des carrières. Le troisième est une étude sur la ville. On s'aperçoit, et ça a été, on a évoqué cette question, je ne sais plus si c'est aujourd'hui avec des étudiants,
sur la possibilité de faire pousser des choses, y compris dans l'asphalte, enfin sous l'asphalte quand on l'enlève, alors je peux vous dire oui, puisqu'on a l'expérience. Là, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Avec Coloco, dans la ville de Colombes, il y a toute une rue qui vient d'être désasphaltée et plantée avec les habitants, donc c'est un travail collectif. Là, c'est avec la population et le groupe des intervenants. Et aujourd'hui, cette petite plateforme ouverte, m'a-t-on dit, puisque c'était l'année dernière, ça, on va y revenir cette année, est totalement reverdie et spontanément, parce qu'on n'a pas eu le temps de la planter. Voilà, donc il y a un jardin qui est en train de se profiler dans le béton, dans l'asphalte en tout cas, sur l'esplanade d'1 hectare de la manufacture. Territoire du CNRS, donc un centre national de recherche scientifique, mais des physiciens majoritairement. Ils vont refaire les bâtiments et ils nous demandent un plan paysager. Et on me demande, ce que je n'avais jamais eu comme demande, d'associer, proposer un protocole de recherche scientifique associé au métier que je fais. Et j'ai dit conversation entre les plantes. Et ça a été accepté. Et 4 scientifiques se sont inscrits là-dessus. En effet, les plantes communiquent. On connaît l'histoire du poireau qui aime la fraise, des choses de ce genre, des synergies positives, au contraire des plantes qui se repoussent. C'est purement empirique, c'est expérimental, c'est des retours de jardinage. Mais on ne sait pas exactement pourquoi, et surtout c'est regardé comme des trucs comme ça, de jardiniers, les écolos, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas sérieux. Mais si, c'est sérieux. C'est très sérieux. Ça fait des millions d'années que ces plantes ont mis ça au point. Comment se fait-il que nous ne sachions pas comment ça fonctionne et pourquoi ils font ça? Alors, ils ont accepté, bon, ils sont pas mal placés, dans le site, avec les côtes soumises au vent, les bâtiments qui vont être agrandis, le projet esquissé avec des espaces qui sont remis en ouverture, puisque tout est couvert par un maquis épineux de calicotome, on ne rentre pas dedans, avec des terrasses remises en état, avec des options pour... Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, il me faut un docteur. Ah bon? Bah alors, ça fait rien, on va finir comme ça. Si vous, ça vous va. Je ne sais pas comment on remet le plein écran. Il y a un plein écrantiste là. Je ne sais pas, il n'y a pas de souris. Il n'y a pas de souris. Voilà. Bon, enfin, en gros, si vous voulez, vous avez les... Grazie. Merci. Donc les... Non, 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 non. Eh oui, suspendre, mais je veux bien, mais il ne veut pas. Bon. Vous voulez bien me le suspendre aussi? Excusez-moi. Il faut remettre en arrière à la fin. Bref, Cargès, 8 hectares, les territoires des... Merci. Vous les voyez, les 4. Jean-Marc Chaumat, je crois que j'ai évoqué son nom, CNRS à Paris. Francis Allais, botaniste très connu, c'est lui qui fait le film sur les arbres et qui fait le radeau des cimes. Ehud Meron qui travaille sur les motifs dans les zones sèches au Negev. Et Bruno Moulia, qui est un de ceux qui, c'est l'INRA, pour le coup, de Clermont-Ferrand, qui est un de ceux qui certainement est le plus avancé là-dedans, puisqu'il a déjà commencé à travailler sur cette idée de la conversation entre les plantes. Alors la conversation entre les plantes, c'est en fait les échanges que les plantes ont entre elles à travers des émissions chimiques, électriques, magnétiques, gazeux aussi, gazeuses également. Et il va y avoir là des installations, des outils, quelquefois même associés à des études par le vent, des interventions d'artistes en filtrage sur le vent, sur l'anémomorphose, c'est-à-dire les formations végétales par le vent, pour voir quels sont les effets. Bon, bref, ça, ce sont les scientifiques qui vont s'en occuper. Et juste avant de vous montrer les 3 dernières images, je pose une clause. On va comprendre
travers les retours des scientifiques, comment ça fonctionne un peu. Pas pour tout, de temps en temps, on aura des découvertes, quoi. C'est ça leur travail. Il faut que ce qu'ils vont découvrir soit porté à la connaissance de tous immédiatement. Par Internet, c'est facile. Gratuitement, évidemment. Et que, pendant ce temps-là, même s'il y a un laboratoire qui, par le biais du brevetage, se met à marchandiser cette découverte, un trésor, soi-disant, pour qu'il n'y ait pas la pression sur les législateurs, pour que, dans le même temps, il y ait une loi qui interdise l'accès à ce bien commun, cette connaissance, qui est en fait aussi un accès à la gratuité en vue d'un jardinage plus intelligent, aller plus avec la nature, moins contre elle, parce qu'on aura compris quelque chose de plus. Et à ce moment-là, on va faire une dépense contraire, d'énergie contraire, bien diminuée. On saura quand il faut agir, mieux comment, et que parfois, souvent, mieux quand. Et ça, je ne savais pas, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit nécessaire pour moi, dans ma vie de jardinier, de devoir affaire à un juriste, le besoin du recours à la loi. Et dans notre équipe, voilà, nous avons besoin de ça, nous nous sommes entourés de ça et d'avocats, vous vous rendez compte, pour faire pousser les plantes, enfin, pour mieux comprendre comment elles vont. 3 images pour finir, une c'est chez moi, ça, c'est la piloselle, qui semble avoir un rapport de défense avec plein d'autres espèces, elle les chasse autour, ça fait un rond, hein, ça s'agrandit, elle émet des toxines, ça on le sait, parce que ça se voit, alors il y a quand même eu quelques scientifiques qui sont intéressés, elle émet des toxines au bout de ses racines, elle pousse les graminées au loin. On ne nous a jamais appris à jardiner avec ça, hein. Jamais, jamais, jamais. On vous dit comment il faut faire avec les... Voilà. Je dirais même pas le nom, parce que tout le monde le connaît, et ça m'agace. Bon, ça c'est très connu comme exemple, parce qu'il est cité maintes et maintes fois, vous savez, c'est l'acacia épineux, dans le désert ou dans les zones d'Afrique du Sud, qui repoussent les impalas qui viennent les brouter quand ils en ont marre, ils émettent une toxine dans leur feuillage. Mais dans le même temps, un gaz éthylène qui va prévenir les autres populations d'acacias un peu plus loin, et les toxines sont déjà là. Et si les impalas arrivent, ils meurent, hein, ça ne marche pas. Donc ils le savent et ils s'en vont beaucoup, beaucoup plus loin. C'est comme ça que se protège la plante. Communication complexe, hein, entre deux végétaux et aussi entre végétaux et animaux. Et puis cette image, la dernière que je montre, qui reste énigmatique, il s'agit de Samanea saman, un arbre qui est d'origine d'Amérique du Sud, tropicale, avec des fougères épiphytes sur les branches, comme ça, comme vous voyez. La photo, je l'ai prise en Australie, mais enfin, il avait été planté de part et d'autre d'une route, et je me suis au milieu, j'ai fait comme ça. Voilà. Et vous voyez la frondaison très claire, mais surtout, ce que vous voyez, c'est une lumière. Les frondaisons ne s'interpénètrent pas, ne se superposent pas. Cette lumière, les scientifiques l'appellent une fissure de timidité. Ça, c'est le langage poétique des scientifiques. Et ça veut dire qu'ils ne savent pas pourquoi ça existe. Ils savent pas, ils nomment ça comme ça, c'est timide. Il y a maintenant dénombré une centaine d'espèces qui sont timides. Peut-être y en a-t-il beaucoup plus, y compris en Europe d'ailleurs. C'est surtout les tropicaux sur lesquels ils ont trouvé ça. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a une communication, évidemment. Évidemment. Sinon, ça ne... soit par le feuillage, soit par autre chose, peut-être aussi les racines. En tout cas, c'est tout à fait clair, ça se lit. Donc, ça nous interroge. Mais ce n'est pas parce que ça se lit ici qu'il y aurait communication et que pour d'autres où ça ne se lit pas, il n'y en aurait pas. Il est vraisemblable qu'elles communiquent toutes. Toutes. Mais on ne sait pas du tout comment. Et on ne sait pas s'en servir. Donc, le protocole de Cargèse est un travail qui devrait nous aider à mieux comprendre comment fonctionne le génie naturel, mis au point pendant des millions et des millions d'années, je me répète avant nous, que nous intervenions, fasse en sorte que nous abandonnions l'idée de la maîtrise avec cette espèce de brutalité, d'ignorance et de maladresse, pour aller plutôt vers un dialogue, quelque chose que nous comprenons mieux. Les scientifiques peuvent nous aider, mais les praticiens aussi, les jardiniers bien sûr. Voilà ce que je voulais dire à propos de l'alternative ambiante et la nécessité que nous avons sans doute d'aller plus avec et moins contre la nature. Merci. Pierre Lavaux, je suis paysagiste. J'ai une question concernant l'agriculture qui utilise le rendement comme argument.
Qu'est-ce qu'on répond au lobby qui nous explique que le rendement, ça sert à nourrir la population, nourrir les humains? Quel est l'argument contre ça? On peut, en bio, avoir un rendement considérable, ça s'appelle l'agriculture biologique intensive, qui passe par le biais de l'horticulture intensive biologique, hein, la permaculture en fait partie, mais l'agriculture aussi. On a des très très bons résultats dès lors qu'on fait autrement que ces énormes surfaces qui sont exploitées avec une seule plante, enfin la monoculture qui chasse toutes les autres. En polyculture et polyélevage, on a d'excellents rendements. On n'est pas du tout dans le même calcul économique, on n'est pas dans le même modèle, mais on peut arriver, et on le sait, on a les résultats. Avec 1000 mètres carrés, faire vivre 80 paniers, c'est énorme, 80 familles toutes les semaines. Ça, c'est au bec et loin. C'est de l'horticulture, mais en agriculture, on fait la même chose. Et pourquoi est-ce qu'on nous oblige à avoir 200 hectares minimum? Ça sert à quoi? Pour nourrir une famille? 2 personnes? Mais c'est honteux. 3, parfois, et encore. Qui fait-on vivre avec ça? On fait vivre ceux qui vous vendent les produits et les machines, mais pas ceux qui exploitent. Ça, c'est pas vrai du tout. Du tout. Donc, c'est un mauvais argument. En plus, on rend malade, je l'ai dit, ceux qui sont dans ce système d'exploitation et robotisé. Ils ne sont pas nombreux à vivre avec ça, et en plus, on les tue, quoi. Mais ça ne va pas. Non, non, ça ne tient pas du tout. Alors, il y a des calculs là-dessus. Hein. Je suis pas bon pour les chiffres. Je sais que on peut, par exemple, en changeant nos méthodes culturelles et d'élevage, en utilisant pour 1 kilo de protéines, je peux vous dire ça, voilà, si je ne me trompe pas, pour 1 kilo de protéines issues du monde végétal, il faudra, si on fait de les vaches, pour 1 kilo de protéines venant de la vache, 14 fois plus de surface. C'est intéressant. Si on fait l'économie de la vache, qui est un joli animal, hein, qui fait des jolies pâtures de gazon et tout, moi j'aime bien le paysage de la vache, sauf qu'elle prend 14 fois plus de place pour nous nourrir de la même façon, en kilos de protéines dont nous avons besoin. On peut réfléchir à ça. Bon, je passe sur le fait qu'elle est cancérigène, d'après les... Enfin, vous avez entendu ça. Je mets ça entre guillemets, mais rien que de savoir ça, c'est très important. Alors si c'est des poules et des lapins, les surfaces sont plus petites. Mais quand même, on y gagne toujours par le kilo de protéines végétales, par exemple. Donc ne serait-ce que cet argument-là, ne serait-ce que celui-ci, nous amène à penser, en bio bien entendu, on est en bio, qu'on peut faire, et c'est ce que disait, comment il s'appelle, le Suisse, Ziegler. Mais oui, Jean Ziegler. Ce qu'il disait, c'était ça, c'est qu'on peut faire toutes les surfaces en bio et on nourrit 2 fois plus de monde sur la planète. Il était un peu optimiste, mais quand même, il a bien fait son calcul, lui, c'était un spécialiste. Donc je ne pense pas du tout que l'argument de il faut être dans la rentabilité, je dirais par l'agriculture et l'élevage industriel avec ces méthodes-là, il faut être absolument là-dedans. Non, pas du tout. Ça, pas du tout. Oui, j'ai 2 questions à vous poser. Je suis présidente d'une fédération de 8 associations de quartier du Grand Saconnet, la commune voisine de Meyrin. Et notre commune de Grand Saconnet doit peut-être se densifier. Et nous sommes portés vers les murs végétaux, tels que vous en avez construits au Quai Branly. Et quand on a posé la question aux jeunes qui sortent de l'école d'architecture du paysage ici à Genève, on nous a répondu mais c'est pas du tout ça, c'est pas bon, c'est carbone négatif. Est-ce que vous pouvez, c'est la première question, est-ce que vous pouvez m'expliquer? On a été interloqués et je pense que vous êtes le mieux à même de me répondre. Non, ce n'est pas moi le mieux à même de vous répondre, mais je peux vous répondre. Ça a été fait par Patrick Blanc, hein, pas par moi du tout. Et c'est fait avant le jardin, c'est-à-dire qu'au musée du Quai Branly, ils se sont fait une belle image, et il faut dire que c'est très beau, hein, en mettant ça sur les bâtiments bureaux, avant même que le musée ne soit construit. Moi, je n'étais pas au courant. Hein. Donc, ce n'est pas du tout mon travail, c'est celui de Patrick, qui est un scientifique à l'origine. Très pointu d'ailleurs, mais qui est devenu un artiste finalement, hein, avec ses installations très très
composé avec beaucoup de plantes qu'on ne voit jamais forcément d'habitude. Beaucoup sont exotiques, quelquefois tropicales, mais parviennent à résister. C'est artificiel. Ça suppose un substrat poreux et une adduction d'eau. Et on n'est pas effectivement dans la gestion écologique. Ça ne fait aucun doute là-dessus. C'est ce qui est le plus coûteux en entretien parce que c'est la même équipe qui gère le jardin, dont je suis là pour le coup j'ai la responsabilité du jardin, et la même équipe qui fait donc l'entretien du mur, et ils passent beaucoup plus de temps sur le mur. Donc oui, c'est très beau, mais sauf qu'on n'est pas dans la gestion écologique du tout. Alors excusez-moi pour mon manque de... La deuxième question, c'est une question un petit peu bête, mais on vient de créer 37 parcelles de jardin potager dont 100 personnes sont bénéficiaires et la Poitiers, à côté du plus grand centre de résidents de recueil d'asile de Genève. Et ce jardin a été envahi par les taupes. Alors, il paraît que vous avez une solution. Non. Les taupes... Je n'ai pas vraiment de solution, je les accepte, c'est très différent. Les taupes, dans des jardins comme le mien, mais même un peu partout, elles jouent le rôle du petit laboureur, hein. Elles font les taupinières. Or, dans une gestion écologique, on ne retourne pas le sol, on évite. Même en agriculture, on fait ce qu'on appelle des semis directs et on ne laboure plus, vous savez. Bon, ça, il y a de plus en plus de monde qui sont au non-labour, parce que sinon, on bouleverse la partie la plus riche biologiquement, qui aide à faire vivre tout le monde, et les plantes en particulier que l'on cherche. Donc, on ne fait plus du tout ce qu'on faisait avant, avec des gros retournements, en mettant la vie en dessous, en faisant crever ce qui était utile, quoi. Bon, bref. Alors, dans ces conditions-là, puisqu'on ne retourne plus, il y a un certain nombre d'espèces qui sont notamment les messicoles, c'est-à-dire celles qui ne germent que sur des sols labourés, et qui arrivaient autrefois dans les moissons, c'était d'où leur nom de messicole, qui n'apparaissent plus. Pas que pour ça, souvent aussi parce qu'on a mis les herbicides, parce qu'on n'en voulait pas dans les champs. Mais en tout cas, il faut un sol retourné pour que arrive le coquelicot, arrive le bleuet, qui a presque complètement disparu, hein. Arrive la facélie dont on a vu des champs aujourd'hui, ou la molène, ou les purges, ou la digitale. Et alors là, comme moi, dans mon jardin, je ne retourne jamais, sauf le potager pour faire un semis par endroit, et c'est tout. Le reste, c'est paillé, c'est pas retourné. Bon, ben, la taupe fait son petit labour. Et arrivant sur le... Alors, je donne un coup de pied, hein, pour étaler, quoi. Et arrivant là-dessus, bien, je vois, quelques mois plus tard, hein, c'est souvent assez rapide, des tas de plantes qui ne poussent pas ailleurs parce qu'elles ne peuvent pas germer dans le gazon tondu ou dans le sous-bois à côté, quoi. Donc elle maintient pour nous une diversité qui sinon n'apparaîtrait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle aurait disparu totalement puisqu'elle dormirait sous forme de graines, mais on ne la verrait pas. Mais que dire à mes jardiniers alors que est-ce que vraiment les taupes leur mangent leurs légumes ou ce sont des souris? Pas du tout. Pas du tout. Elles ne mangent pas elle déteste les légumes, mais non. Ah, d'accord. Mais non, elle mange des larves de blanches, de larves de coléoptères. Elle est carnivore, la taupe. La taupe est carnivore. D'accord. Non, il y a un problème de connaissance des cycles sur. Il faut les rassurer, hein. Merci pour les taupes, mais alors je ne sais pas quelles sont les bêtes qui viennent manger leurs carottes. Ah ben ça, il y en a plein. Là, vous avez des mulots, vous avez les rats taupiers, qui ne sont pas des taupes. Vous avez les campagnols, bien sûr. Bonsoir, Monsieur Clément. Je vous connais depuis quelques années par lecture, par articles, etc. Bon, je suis un petit jardinier qui a un tout petit jardin modeste. Je ne suis pas très riche, donc j'ai un jardin pauvre, je peux dire. J'ai été intéressé tout à l'heure par le monsieur de Mérin qui a présenté le jardin. J'aimerais en connaître un peu plus par la suite sur un point qu'il a parlé que la ville de Mérin voulait s'occuper d'un jardin de la mémoire. Et je crois que le jardin de la mémoire, j'aimerais savoir ce que ça signifie, ce que ce sera, comment ça va évoluer, etc. Parce que je pense que les jardins, ce sont des choses de la mémoire. Je lis en ce moment un bouquin sur l'histoire du jardin et tout ce que nous faisons est
et tourne autour de la notion de vie, de mort, de Dieu, de homme, de survie, de renaissance, de tout ça. Donc le jardin, c'est quelque chose de forcément très religieux. C'est quelque chose de mémoriel et de religieux. Et comme nos sociétés capitalistes récupèrent tout, vous, comme tous les autres, vous êtes récupérés par le système. Et par exemple, vous avez inventé ces jardins, disons, anarchiques par rapport au bien propre. Je sais qu'en Suisse, il y a une expression, on dit bien en ordre, propre, ou propre en ordre, par exemple. Donc vous êtes antagoniste par rapport à ça, dans un pays, par exemple, comme la Suisse, mais pas seulement en Suisse, parce que vous représentez une forme de jardin un peu dérangeant, un peu sale, un peu pas ordonné. Donc, ce que je voulais dire, c'est que tout est récupéré, et vous êtes récupéré. Patrick Reynaud, je ne sais pas si son prénom, l'artiste qui a inventé les pots en or, le magnifique pot, qui était horticulteur avant d'être artiste, qui a inventé le magnifique pot en or, a été récupéré par la société de consommation, et tous les imbéciles maintenant, et même les villes, mettent des pots partout pour décorer, etc. Et je fais la liaison avec un de vos confrères qui m'avait touché, qui s'appelle Michel Courageau, qui est décédé il y a quelque temps, et ce paysagiste, ça m'a intrigué quand j'ai lu sa nécrologie. Et ce gars disait, je n'aime pas la nature en ville. La ville, c'est la ville, et la nature, entre guillemets, c'est ailleurs, c'est un autre monde. Et je n'aime pas qu'on mélange les genres, et je n'aime pas quand les architectes mettent des arbres sur les murs, sur les balcons. Donc, ce que je voulais dire, je voulais juste lire une phrase qui me touche énormément. Les jardins ne sont pas innocents. Ce sont nos paysages intérieurs qui toujours s'y inscrivent, notre rapport aux hommes, au monde et à Dieu. Les querelles de jardiniers doivent être lues comme des querelles métaphysiques. C'est Michel Lebris qui dit ça dans Le Paradis perdu chez Grasset. Et c'était cité par Emmanuel Deroux, qui était un journaliste du Monde. Je veux dire que dans notre société capitaliste, et j'admire votre travail et j'admire votre talent, mais dans notre société capitaliste, tout ce que vous avez admirablement présenté ici sera récupéré et sera rendu vendable et sera déformé. Vous m'embêtez pas, mais je me sens pas du tout concerné. Alors, évidemment, je vous écoute et je n'ai rien à rajouter. C'est vous qui prenez ces positions, ça vous regarde. Juste une information peut-être sur le jardin de la mémoire, effectivement, que j'ai évoqué. Il s'agit d'un jardin des disparus. C'est les associations qui sont beaucoup engagées autour de la disparition forcée, notamment tous les personnes qui ont disparu sous les dictatures d'Amérique latine et ailleurs dans le monde, et qui sont pour certains qui habitent Mérin et qui ont eu l'envie de créer un lieu de mémoire en mémoire à leur père, à leurs enfants dans le monde. Et la disparition forcée, c'est une situation que traverse à peu près dans tous les continents. Et ils ont, il y a à peu près 15 ans, créé ce jardin dans lequel ils ont planté des arbres, des essences de tous les continents, et où ils font un certain nombre de fois par année des rituels ou des cérémonies en mémoire à cette disparition. Voilà. Moi, j'ai juste une petite remarque. J'ai la chance d'avoir un jardin parce que mes frères et sœurs ont pris plutôt ce qui valait de l'argent, donc les terrains à bâtir. Et en fait, cette année, il y a eu une grande sécheresse. Et lorsque je regarde votre image, là, je vois le ciel, ben c'est la même image que je vois par terre dans mon jardin à la fin de l'été. Mais c'était les taupes et les mulots qui avaient fait ça. Et tout s'était ouvert, les chemins s'étaient ouverts. Et puis les chemins blancs que vous voyez là, ben, c'est les chemins qui se trouvent dans mon jardin, faits par les taupes.
Alors, je ne sais pas à quoi s'y servent, mais c'est un peu la même chose dans l'autre sens. C'est une belle image, poétiquement parlant. Après, est-ce qu'on s'accommode des mulots et au bout d'un moment, ils vont s'arranger eux aussi. Enfin, ça m'inquiète pas, voilà. Bonjour, je suis Olivier François, je suis pépiniériste et paysagiste dans le Haut-Jura voisin. Et j'observe aujourd'hui que notre planète végétale est constituée à 90% de végétaux issus de clonage, de multiplication végétative, et qu'il n'y a plus beaucoup de place laissée donc aux plantes, à la reproduction sexuée. Et donc la question qui m'interpelle, enfin quelque chose qui m'interpelle et une question que je vais vous poser, c'est qu'en même temps, je vois autour de nous donc des élus qui sont là, qui sont appelés à prendre des décisions au niveau des aménagements du territoire, au niveau des PLU, toutes ces choses-là, et qui sont souvent novices. Et comment faire en sorte que ces élus, donc dans leurs décisions, puissent évoluer pour que les sanctuaires pour la biodiversité ne soient pas réservés donc aux lieux qui ne sont pas aménagés, où on n'intervient pas, mais où on puisse réellement intervenir et utiliser des plantes de l'écosystème local de plus en plus, et que les élus soient convaincus par cette nécessité et cette importance, quoi. Convaincre un élu, c'est toute une histoire, hein. Je ne sais pas très bien comment on fait, mais je peux dire que si on passe par la reproduction sexuée, on invente. L'être qui est issu de deux personnes qui sont différentes et qui ont forcément une écriture génétique différente, va produire une troisième, qui est différente des deux autres. Donc on est dans le processus de l'invention, qui est toujours ce qui est celui du mécanisme de l'évolution depuis toujours. Si on multiplie par clonage, et ça ne peut se faire que dans le monde végétal, parce qu'on ne clone pas du tout les animaux, on ne coupe pas un bras et ça va refaire un animal, non, mais on coupe une branche, on la plante, ça refait une plante, qui a le même patrimoine génétique et qui va se comporter normalement, hein, parce qu'il y a quelquefois des variations là-dessus, mais très peu, de la même façon que le pied-mère, on va dire. Or, si on fait une avenue avec des platanes clonés, ou je ne sais quoi de clonés, ce qui se fait énormément, parce que comme vous le dites, toutes les pépinières fonctionnent sur ce modèle, dans la mesure où il faut que le client puisse, en allant visiter les arbres, en voir tous pareils pour qu'ils soient en gabarit, etc. Les plus impressionnants là-dedans sont les Allemands, qui font des sujets très gros et très performants, et c'est souvent eux qui vendent pour faire des grands aménagements paysagers. Bon, ben voilà, s'il y a, je ne sais plus le nom qu'est-ce que c'était qui attaquait les ormes, enfin bon, qui peut attaquer la graphiose, le graphium, qui est un champignon qui est transporté par la cicadelle. On a fait des jolis ormes clonés. Alors là, c'est tout d'un coup, tout meurt là, forcément, hein. Si vous avez au contraire dans l'alignement une diversité qui vient dans la même espèce, hein, qui vient du fait qu'on a des variétés, je dirais, génétiquement parlant, parce que ce ne sont pas des clones, mais des productions inventées, c'est-à-dire des bébés, là, vous n'aurez pas le même résultat. Et si en plus, dans cet alignement, vous avez des espèces qui, elles, sont différentes, carrément, là, vous n'avez pas du tout le même genre de risque. Donc on sait très bien que la monoculture, et en particulier végétative, clonée, c'est un danger. Ça, c'est une affaire entendue. Mais est-ce que je peux convaincre un élu là-dessus? Je ne sais pas du tout. Parce que peut-être que lui, ce n'est pas son problème, vous voyez? Vous voyez? Enfin, il faudrait demander à un élu. Est-ce qu'il y a un élu? Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Ça nous permet de faire un voyage poétique et philosophique. Je voulais faire la remarque concernant l'évolution de votre pensée qui est aussi en mouvement. Nous sommes partis du jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers paysage, et maintenant nous allons vers la communication des plantes. Et je voudrais savoir si vous pressentez déjà le pas d'après, qui va nous ouvrir d'autres champs sur lesquels vous êtes déjà en recherche ou en démarche. Attendez, j'ai pas fini celui-là. Pour moi, le pas d'après n'est pas celui uniquement de
l'approfondissement d'une connaissance réservée aux spécialistes. Il est ailleurs dans une partition de la connaissance et qui consisterait à permettre l'accès à l'intelligence dans le monde dans lequel nous sommes. Tout le monde peut devenir intelligent dès lors que le contexte nous est rendu intelligible, que le sujet dont on parle nous est rendu intelligible. Comment expliquer à quelqu'un qui n'a pas du tout une formation que sur le contexte dont on parle, par exemple un écosystème, il va faire quelque chose de terrible dedans, mais il ne sait pas du tout ce qu'il fait. On ne va pas pouvoir même lui en vouloir. Il ne sait pas de quoi on parle. Donc le pas d'après, pour moi, c'est le ministère de la connaissance. C'est-à-dire que dans un gouvernement qui se serait édifié avec un projet politique, qui est digne de ce nom, en sachant où on va, ça veut dire qu'il a rêvé, fait un rêve utopique de société, qui est une utopie réaliste, construire quelque chose qui permet d'agir. Et on aurait tout à fait en haut, celui qui dépense le plus d'argent s'appellerait le ministère de la connaissance, qui permettrait à tout le monde, et de façon gratuite, à accéder à la compréhension du lieu dans lequel on est. Et à ce moment-là, les gestes que l'on ferait sont des gestes qui auraient un sens. On saurait pourquoi on les fait, parce qu'on aurait une compréhension, une intelligibilité du milieu. Et si on fait quelque chose de contraire, c'est parce qu'on a décidé qu'on faisait quelque chose de contraire, mais on sait ce qu'on fait. Tandis que si on fait quelque chose qui, pour d'autres, semble être destructeur, sans savoir ce qu'on fait, à qui la faute? Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc ce ministère est très très haut placé. Pour l'instant, de mon côté, il y a les écoles du jardin planétaire, elles existent, il y en a 3, il y en a une à Viry-Châtillon, il y en a une à Saint-Denis de la Réunion, qui se double d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a trop de monde pour accéder à ça, on est obligé de multiplier, puis il y en a une 3e qui va se faire à Limoges. C'est juste pour compenser quelque chose qui n'est pas enseigné aujourd'hui, ou plus du tout, mais qui porte sur qu'est-ce qu'on met comme nom sur la plante ou l'animal, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. C'est pas autre chose que ça, sauf que ça permet de savoir où on est. Donc il est très haut placé, mon ministère en question. Puis après, on suit, en dessous, il y a des tas de ministères importants, hein, le logement, la santé, etc. Tout ça. Puis là, il y a le ministère de l'économie, qui est très important aussi, parce qu'il permet de faire fonctionner tous les autres, mais ce n'est pas celui qui donne ses ordres. Donc, le pas d'après, pour moi, c'est un autre gouvernement, c'est une autre pensée. On n'y est pas arrivé. Hein.